Mesdames et messieurs, dans la première partie de la vidéo sur le peintre norvégien Edvard Munch, je vous ai présenté le début de sa carrière artistique avec une série de tableaux qui explorent sans concession sa vie intérieure, avec ses angoisses, ses doutes, ses hallucinations. J'ai terminé le premier épisode par son tableau le plus célèbre, Le Cri, une œuvre pathétique, véritable hurlement de l'âme. Le choc tragique subi par l'artiste se traduit par une violente déformation du réel, jusqu'au paroxysme du mal-vivre et de la douleur. L'épisode 2 est un récit de sa vie, tourné vers le monde extérieur. L'artiste peint la vie en explorant avec son pinceau les tréfonds de l'âme humaine, puisant dans sa propre existence l'inspiration d'une œuvre hallucinée. Des années plus tard, sa propre image fera office de testament, à la fois personnel et artistique. Elle est surtout l'image de la mort qui hante Munch depuis toujours et qui lui fait dire « Quand j'allume la lumière, je vois soudain mon ombre immense et dans le grand miroir au-dessus de la cheminée, je vois mon visage de spectre. » En 1894, il peint le jour d'après. Alors qu'il souffrait d'alcoolisme sévère à cette époque, Munch a choisi de représenter une femme assommée par l'alcool. Pas de miroir dans l'univers de Munch, il a supprimé de son espace les artifices de sa représentation et du regard posé sur soi. Cette jeune femme, la poitrine à demi découverte, vêtue des vêtements de la veille, gît sur son lit, enfoncée dans un sommeil lourd et inconscient. Les bouteilles sur la table témoignent d'une soirée passablement arrosée, comme c'était souvent le cas, à cette époque, dans ce milieu artistique et bohème de Christiana. Le corps abandonné, la longue chevelure s'écoule comme une cascade, vidant la tête de toute conscience, comme si la vie s'échappait dans un flot continu. Parabole de la face obscure du sommeil, proche de la mort et du néant, ainsi que du rêve. La couleur ocre cérusée offre toutefois une certaine quiétude, un espace chaud et rassurant. L'angoisse s'est diluée dans l'alcool et le plaisir de la veille. Mélancolie est une œuvre de 1894. Ce motif est repris plusieurs fois en peinture et par l'estampe, fut inspiré à l'artiste par le désespoir amoureux de son ami le critique Jaap Nielsen. Comme souvent, il choisit son double pour exprimer ses propres sentiments, ses comportements ou ses états d'âme. Ce tableau est considéré comme l'une des premières œuvres symbolistes de Munch et comme le premier tableau symboliste norvégien. Ce paysage marin, sombre et tortueux, est un reflet de l'état d'âme du personnage, solitaire, mélancolique, le regard perdu dans son désespoir. La couleur est audacieuse, arbitraire et disposée en aplat cloisonné. Les formes sont simplifiées et stylisées, dominées par de grandes lignes courbes et des arabesques. Le second tableau est très coloré, lumineux, je dirais presque joyeux. Le désespoir amoureux s'estompe et se dilue dans le paysage. Le titre du tableau, Vigne vierge rouge, est trompeur car il cache un épisode tragicomique de la vie amoureuse de Munch. Un homme qui fuit cette maison à la façade rouge sang, les yeux exorbités de frayeur, laissant derrière lui un chemin ensanglanté, nous avons du mal à ne pas imaginer qu'un drame terrible vient d'avoir lieu dans cette maison. Munch a créé cette œuvre à l'époque où il avait une liaison mouvementée avec Tuula Larsen, qui était la fille du plus important grossiste en vin de Norvège. Sa vie sentimentale n'est pas de tout repos. Dans la nuit du 11 au 12 septembre 1902, au cours d'une scène violente avec Tuula Larsen, il se retrouve blessé d'un coup de revolver à la main gauche. L'épisode est rocambolesque mais réel, comme Sarah Bernhardt, qui avait l'habitude de se reposer dans un cercueil capitonné, sa maîtresse Tuula, par jeu érotique, afin d'avoir succombé à une dose de morphine et s'est abandonnée étendue dans un cercueil entouré de bougies éclairées. L'émotion en face de cette vision morbide submerge l'artiste instable, mais quand il redevient lucide, la mise en scène macabre et grossière le fait éclater à une violente colère. La dispute laisse la place à un véritable combat armé entre les deux amants protagonistes. Un doute subsiste sur l'auteur du coup de feu, mais sans doute s'est-il blessé lui-même. À la suite de cet épisode tragicomique, l'artiste peindra deux tableaux en s'inspirant du célèbre tableau de Louis David,
peint en 1793 la mort de Marat. Il admirait ce tableau qui représente l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Le peintre élargit ici la base de sa technique expressionniste. Il pose la couleur directement du tube sur la toile avec des traits horizontaux et verticaux, créant un effet vibrant et musical. Il saisit la violence de l'acte, amenée par la détresse et la désillusion qui peuvent exister dans toute relation sexuelle unissant deux amants. La passion exacerbée fait de la femme une meurtrière et de l'homme une victime livrée à la mort. Avec les femmes, Munch aimait se faire passer pour une victime jusqu'à imaginer le sacrifice. C'est tout là Larsen qui est représenté dans ces deux tableaux, un archétype de ce qu'il nomme sans détour le combat entre l'homme et la femme que l'on appelle amour. Dans ce combat entre l'homme et la femme, il peint en 1907 Eros et Psyché. Là aussi, l'artiste nous montre à travers une passion amoureuse la trahison de la femme. La couleur posée en large touche est utilisée de façon antinaturaliste dans l'effacement des traits du visage ou celui du corps. Les traits sont réduits à l'essentiel, ce qui conduit à une simplification formelle qui déshumanise presque la figure et met en relief les orbites de Psyché recouvertes de teintes rouges et brunes. Dans cette œuvre, par ses touches d'un chromatisme vif, Munch oriente sa recherche probablement vers l'abstraction musicale. On perçoit ici l'influence du fauvisme et du peintre belge Jem Ensor. Dans le même esprit, il peint deux toiles, Jalousie et La meurtrière, représentant vraisemblablement les deux pendants d'un même drame. Bien qu'on n'en connaisse pas les détails, le sujet renvoie une fois de plus à l'impossible réunion de l'homme et de la femme qui le trahit. Dans les deux tableaux, l'artiste réduit la distance entre l'acteur et le spectateur afin de faciliter l'empathie émotionnelle et fait de l'espace en profondeur le lieu d'une véritable mise en scène. En enfermant ce champ de vision, l'espace paraît d'autant plus carcéral que les murs y sont recouverts de traits verts, dont l'inclinaison induit un vertige hallucinatoire, proche des troubles perceptifs qui caractérisent les crises de panique dépressive. Le mobilier, enfin, accessoire fonctionnel du décor, déborde hors du champ pictural pour introduire le spectateur dans l'intimité de la scène. Autoportrait de Munch avec son double, au regard meurtrier, et le portrait de Toula Larsen aux traits rudes et démoniaques, telle une gorgone. Une relation tragicomique, digne des scènes de théâtre. En 1908, après sa rupture avec la violoniste anglaise Eva Mudocci, Munch souffre de dépression nerveuse et d'hallucinations. Il se laisse interner dans la clinique privée du docteur Jacobson à Copenhague. Il suit une cure de désintoxication et subit une électrothérapie énergique avec des bains d'eau salée, d'acide carbonique et de lait. Il y séjourne pendant plus de 6 mois, retrouvant peu à peu une activité apaisante. Une photographie le montre en train de tricoter dans le jardin de la clinique. C'est à partir de 1908 que Munch est considéré comme un peintre expressionniste lorsque le mot apparaît sous la plume du critique d'art Wilhelm Worringer. Depuis le cri de 1893, sa peinture prenait déjà les caractéristiques de ce mouvement. Avant de retrouver Munch, je voudrais vous dire quelques mots sur l'expressionnisme. L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Expression est le contraire d'impression, alors que l'impressionnisme en est encore à décrire la réalité physique. L'expressionnisme, lui, ne s'attache plus à cette réalité et la soumet aux états d'âme du spectateur. La perspective, les formes, les couleurs naturelles ne comptent guère. L'expressionnisme est le contraire de l'harmonie et de la logique et du naturel. Le trance graphique et chromatique interroge le spectateur et l'entraîne dans le déséquilibre et la déraison. Pour autant, l'expressionnisme n'est pas vraiment une école, mais davantage une réaction contre l'académisme et l'impressionnisme français. L'église d'Auvers-sur-Oise de Van Gogh, le cri d'Edvard Munch que nous avons vu tout à l'heure, la dame en veste verte d'Auguste Meck ou le cheval bleu de Franz Marc sont des tableaux représentatifs du genre expressionniste. On peut rattacher à la tendance expressionniste des peintres du XVe et XVIe ou du début du XVIIIe siècle
comme par exemple Matthias Grunewald avec son retable d'Isenheim. Même si son style se rattache par bien des côtés à l'art gothique, l'artiste concentre toute l'expressivité dans le jeu des mains, aux doigts crispés, impératifs ou suppliants. Il en est de même avec le Gréco et cette vue de Tolède, ou avec l'enterrement de la sardine de Francisco de Goya, où les jeunes filles ont des allures de sorcières et les hommes, au visage grimaçant, sont entraînés dans une danse folle qui évoque avec une impitoyable ironie la tragique existence humaine. Mais en pratique, le terme expressionniste s'applique essentiellement aux œuvres du XXe siècle. Au début du XXe siècle, l'expressionnisme est profondément ancré en Europe du Nord, en particulier en Allemagne, avec le mouvement Die Brücke, ce qui signifie le pont. Les principaux représentants sont Kokoschka, Emil Node et Egon Schiele. C'est comme expressionniste que les œuvres de Munch ont une place de choix à l'exposition du Sonderbund organisée à Cologne en 1912. Elle se révélera comme une des plus importantes du XXe siècle et entrera dans la légende. Les 32 tableaux de Munch côtoient les 25 tableaux de Van Gogh, 26 de Cézanne, 25 de Gauguin, 16 de Picasso. C'est pour Munch une reconnaissance internationale. L'art est vécu comme un sacerdoce, comprenant sa part d'autosacrifice et de rédemption. Munch réalise son autoportrait en Christ, tableau qu'il nomme Golgotha, à l'instar de Gauguin avec son Christ jaune ou du peintre belge James Ensor avec l'entrée du Christ à Bruxelles. La force innovatrice de Golgotha réside principalement dans la technique typiquement expressionniste développée par l'artiste pour susciter l'attention du spectateur sur la paradoxale condition humaine et ses souffrances. Cette représentation d'un univers burlesque avec ses masques, ses grimaces, ce crucifié qui semble paraître le seul en bonne santé, sont les attributs d'une vision tragicomique de la vie. Après avoir grandi dans un foyer très religieux, Munch entretenait un rapport compliqué au christianisme. Comment peut-on garder la foi quand on compte le nombre d'âmes qui nous ont été enlevées, disait-il, interrompant son père au milieu de la sempiternelle prière du dîner. Alors que la technique photographique se perfectionne et que le rapport de l'art à la réalité s'en trouve profondément modifié, l'art pictural perd sa fonction de moyen privilégié de la reproduction de la réalité objective, ce qui renforce sa composante subjective. C'est à partir de 1910 que la photographie et le cinéma ont clairement influencé l'art de Munch. Il peint notamment toute une série de toiles représentant des hommes au travail, comme Les pelleteurs de neige ou Les ouvriers à la sortie de l'usine de 1915. Dans ce tableau, les personnages glissent insensiblement sur les pavés de l'avenue, tournent en direction du spectateur, un visage creusé par les ombres. Leur expression est celle que l'on découvre sur les images de presse lorsque les personnages photographiés ont été surpris par l'objectif. Les contours redoublés des jambes et des bustes indiquent un bouger, tandis que la transparence partielle des membres laisse apparaître la chaussée. Le cheval au galop est une des toiles les plus dynamiques et vivantes de l'œuvre de Munch. Le réel surgit à la face du spectateur sous les traits d'un cheval en pleine course. La perspective enneigée se dissout dans le paysage. Tout est concentré sur la puissance de l'animal qui nous oblige inconsciemment à s'écarter de sa trajectoire. Dans Cheval au galop, le peintre imite l'effet de profondeur de champ que l'on obtient dans un film ou sur une photographie en manipulant la distance focale, donnant l'impression que l'animal fonce littéralement sur nous. L'artiste semble avoir tenté de retranscrire dans la peinture la dynamique de l'écran de cinéma, tel un arrêt sur image. Dès 1902, Munch s'est acheté un appareil photo et au cours de sa vie a pris environ 200 photographies. Munch n'est pas insensible aux nouvelles formes de narration du cinéma. C'est en prenant pour modèle les actions stéréotypées du cinéma qu'il reproduit dans sa peinture les événements les plus marquants de son histoire, voire de sa mythologie personnelle. La bagarre de 1932-35 fait référence au souvenir douloureux d'un événement survenu durant l'été 1905, au moment des troubles qu'entraînait la séparation de la Suède et de la Norvège. Munch et le peintre Ludwig Carsten, un ami, en viennent à se battre,
l'origine de leur dispute étant un reproche fait par Carsten à Munch de ne pas s'engager pour son pays. L'image de cette scène, sans doute mêlée à d'autres souvenirs d'altercation, prend dans cette toile l'allure d'un étrange western où un homme en blanc, vu de face, se fait agresser par un homme en noir, vu de dos. Cette opposition contrastée des deux figures reprend un procédé très utilisé dans le cinéma des premiers temps. Le caractère manichéen de la mise en scène, le jeu des différents plans qui mettent en valeur la profondeur de champ, la concordance du point de fuite avec la tête ensanglantée de la victime, tout dans cette composition renvoie aux stratégies de construction de l'image cinématographique. Les anciennes obsessions thématiques de Munch n'en sont pas pour autant évacuées. Il est encore une fois question du surgissement d'un double, d'une ombre, qui vient ici agresser la figure centrale à laquelle il semble s'identifier. Nous allons aborder le thème du peintre et ses modèles, et commencer par ce nu en pleurs qui date de 1913. L'œuvre donne un aperçu des moments intimes de l'artiste avec ses modèles. Que ce soit dans sa Madone, dans Puberté, dans Vampire, œuvre que nous avons vue dans l'épisode 1, ou comme ici dans Nu en pleurs, la violence du désir féminin transparaît souvent à travers l'emploi de la couleur rouge. La couleur est liquide comme de l'aquarelle, avec de délicates nuances de violet et de rose rehaussées par les tons verts. Une palette de couleurs complémentaires qui instaure la présence d'un désespoir bien visible auquel il est difficile de se soustraire. Sans aucun doute, Munch était souvent personnellement responsable de la tristesse et de la déception de ses modèles. L'artiste et son modèle met en scène un couple qui fait face au spectateur dans un espace clos. Le visage de la femme, ravivé par l'ombre d'un rouge sanguin, renforce le sentiment d'une intimité dévoilée. Sa présence au premier plan fait barrage à l'imagination du spectateur. A l'inverse, l'artiste en tenue de ville semble étranger au désordre apparent de son modèle. Munch avait plusieurs modèles qui lui rendaient régulièrement visite. Parmi ses favorites, on peut citer Brigitte Presto, une femme moderne, libérée et indépendante qui rêvait de devenir comédienne. Brigitte Presto que Munch qualifiait de fille gothique. Elle pose à plusieurs reprises pour le peintre et acquiert une certaine notoriété en acceptant de parler à la presse de son expérience de modèle, une profession qui à l'époque était souvent considérée comme peu fréquentable. « Je trouvais merveilleux de le contempler, disait-elle. Il était beau comme un jeune Apollon et avait la sagesse d'un Zeus. » Très beau portrait qui n'est pas sans rappeler le portrait de Madame Matisse ou l'Arrêt verte qui est exposé au musée de Copenhague ou le portrait de Fernand Olivier de Van Dongen au musée Fabre. Voici une photographie qui date de 1933 du jeune Apollon. La relation de Munch avec les femmes se caractérise par des rencontres brèves, difficiles et spontanées, suivies de périodes de fascination, la plupart du temps mutuelles. Il en fut ainsi de Hinks Wiebe, qui aurait fait la connaissance du peintre en s'appuyant sur la clôture de bois de sa maison en 1903, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Son visage peut vous rappeler le tableau de la jeune fille nue, intitulé « La puberté », que nous avons vu dans la première vidéo. Le souvenir est toujours présent dans l'esprit de l'artiste, même si le modèle est devenu une femme. La jeune femme est retenue par la palissade, la tête légèrement penchée, son regard fixe non pas le spectateur mais le peintre. Dans un dialogue muet, ce regard interroge, cherchant à percer l'opacité du réel. Qu'il s'agisse d'adieu ou de retrouvailles, cette scène est dominée par un étrange mélange d'expectative et de réflexion, une façon de cerner l'énigme du passé et de l'immédiat. Voici un des portraits les plus agréables de l'artiste, un retour à l'impressionnisme sans aucun doute, si on ne retient que la technique picturale faite de courbes et de couleurs apaisantes. À l'instar de Camille Corot en 1874 ou de Paul Cézanne en 1900, Munch peint La Dame en bleu en 1921. Ce portrait presque grandeur nature représente Inger Desideria Bars, épouse du médecin Peter Bars, ami de l'artiste. À partir d'une représentation globalement fidèle et plutôt conventionnelle, l'artiste élabore un portrait d'une extraordinaire force d'expression.
Le titre de la Dame en bleu ne renvoie pas à la couleur de la robe ou de la chevelure, mais à un état d'esprit. La fraîcheur et le calme intérieur qui se dégagent de ce portrait et qui se communique au spectateur est dû à la réduction de l'espace et au jeu des contrastes colorés. Le visage exprime une certaine timidité, une gêne mesurée devant l'artiste et même une légère naïveté. C'est peut-être à cause de cela que le tableau ne resta pas en possession de son commanditaire et qu'il fut acheté par le musée de Hambourg. Il y restera jusqu'aux années 1930, puis sera décroché par les nazis. Les tableaux de Munch sont considérés comme art dégénéré et sont retirés des musées allemands. Le peintre en est profondément meurtri, l'Allemagne étant considérée comme sa seconde patrie. Après l'invasion allemande de la Norvège le 8 avril 1940, Munch avait refusé tout contact avec les nazis et fait don de la plus grande partie de ses œuvres, environ 1 millier de tableaux, 4500 dessins et aquarelles, à la mairie d'Oslo. Jusqu'à sa mort, Munch a vécu dans différents lieux de Norvège, mais toujours à la campagne, entouré d'arbres fruitiers et d'animaux domestiques. Durant cette période, il a exécuté de nombreux tableaux. On l'imagine difficilement peindre une toile comme Femme avec coquelicot, plus tôt dans sa carrière, quand, voulant rompre avec les canons artistiques de l'époque, il voyait dans l'art une exploration sans concession de la vie intérieure. Ici, l'artiste nous montre ses talents de coloriste. Avec ses paysages exécutés vers la fin de sa vie, Munch s'attache à représenter la réalité extérieure. Aussi a-t-il souvent peint en plein air, renouant finalement avec les racines du naturalisme et de l'impressionnisme. Nuit étoilée, le tableau présente la vue qu'avait Munch de sa villa à Ekeli, située à l'époque en dehors de la capitale. Ce tableau peut vous rappeler le tableau de Van Gogh avec ses couleurs denses, lumineuses et intensément expressives, et le mouvement ondulatoire des touches apte à traduire son sens dramatique et son mysticisme. En fait, ce paysage d'hiver, avec vue sur Christiana, évoque le décor et l'atmosphère qui règnent dans la pièce écrite par le dramaturge Henrik Ibsen. Le peintre a longtemps nourri une fascination pour les textes d'Ibsen, et en 1906, à Berlin, il a réalisé une toile de décor pour sa pièce Les Revenants. L'artiste s'est représenté de profil au bas du tableau. Son ombre qui se profile sur la neige exprime son intense solitude face à la nature, ou tout simplement le peintre s'identifie aux revenants de la pièce d'Ibsen. Munch, au cours de sa carrière, illustrera différentes pièces d'Ibsen en partant de ses propres motifs picturaux, notamment pour les programmes du Théâtre de l'Œuvre, chapelle française du théâtre symboliste, fondée à Paris par le comédien Aurélien Lunier-Pau. Munch n'est pas un peintre de paysage, mais son génie a été de fondre le paysage et les personnages dans ses compositions pour exprimer ses états d'âme. L'artiste a peint 12 versions de Jeunes filles sur le pont entre 1886 et 1927. Chaque tableau correspond à une émotion particulière de l'artiste, qu'il retransmet à travers la couleur et la luminosité. Celui de 1927, aux formes synthétiques et lumineuses, inspire la gaieté, la joie de vivre, alors que celui de 1921, d'expression naturaliste, évoque une certaine lassitude. Munch a commenté ainsi ces tableaux. Le paysage exercera un effet bien particulier sur l'homme. Par la représentation de ce paysage, on parviendra à une image de son propre sentiment intérieur. En 1923, l'artiste, alors âgé de 60 ans, peint cet autoportrait à contre-jour qu'il intitule « Le Noctambule ». Dans cette position, l'artiste légèrement penché en avant, comme pour bien se placer au centre de la toile, ou simplement pour mieux voir, est probablement surpris par sa propre image qu'il semble observer dans un miroir. La part d'ombre qui hante l'artiste engloutit jusqu'au trait de son visage qui affiche une expression de surprise et d'étonnement. Dans cette pénombre où surgit sa propre image, Munch semble se retrouver face à un inconnu qui a pris de l'âge et qui se tient à distance de la vie bruyante et du cours de l'histoire. Image de soi minée par l'angoisse nocturne et la solitude au bord de l'abîme existentiel. L'artiste a retrouvé les artifices de sa représentation et du regard posé sur soi.
Instrument d'une impitoyable interrogation de soi-même, les autoportraits de Munch ont accompagné toute sa création artistique, et ce depuis ses débuts, jusqu'à son dernier souffle. L'autoportrait avec la grippe espagnole, peint en 1919, alors qu'il se croit sur le point de mourir, le peintre se représente affaibli, décharné, sa bouche entr'ouverte, échappant au contrôle de sa volonté, bouche aussi creuse et aussi muette que le cri. Munch exprime la dilution de sa force vitale dans l'affadissement des couleurs que renforce l'aspect liquide de la peinture. Seuls quelques traits façonnent son visage fantomatique qui, par transparence, prend les couleurs du mur de sa chambre. La couverture rouge et verte appartient à un univers solide auquel l'artiste semble déjà se soustraire. Les dissonances chromatiques du décor et la dominante bileuse de la toile de fond traduisent un état de morbidité. L'autoportrait après la grippe espagnole, contrairement au tableau précédent, Munch utilise toutes les techniques du fauvisme pour exprimer toute sa vitalité. Le peintre a visiblement retrouvé la bonne santé, la pose est avenante, déterminée, dans un décor enflammé. L'artiste pète le feu. Dans ces derniers autoportraits, Munch porte son attention sur la dégradation de son corps et la diminution de son énergie vitale, traduisant l'étiolement des passions. L'autoportrait près de la fenêtre de 1940 en décrit le processus sous la forme d'une opposition entre la couleur chaude de la terre de Sienne qui recouvre son visage et le vert hivernal qui par la fenêtre envahit la pièce et atteint partiellement l'artiste. Réinvestissant le thème ancestral de la correspondance des saisons aux âges de la vie, l'arrivée de l'hiver est accueillie par l'artiste avec une moue explicite. La manière dont Munch tord les traits de son visage manifeste une apparente interrogation. Montrant le caractère inéluctable d'un processus de refroidissement général, où même l'angoisse perd en vivacité et paraît figée par le froid. Un vieil homme sans illusion sur l'inévitable issue qui se rapproche, voilà comment Edvard Munch se représente dans cet autoportrait entre l'horloge et le lit. Une œuvre achevée en 1943, un an avant sa mort. L'horloge à gauche n'a pas d'aiguille, signe que le temps s'est déjà écoulé. C'est sur le lit à droite qu'il rendra son dernier souffle. La porte ouverte montre le chemin vers l'au-delà. Sur le mur sont suspendues quelques œuvres de l'artiste. Notamment un nu qui rappelle que la sexualité continue à occuper une place importante dans la vie de l'artiste vieillissant. Dans cet autoportrait, Munch nous regarde directement pour nous dire que ceci est sa vie et que sa peinture est le cadeau qu'il nous offre. Son dernier autoportrait, 2h15 du matin, représente un vieillard sur son fauteuil. Durant sa vieillesse, des problèmes oculaires lui occasionnent la vision de corps flottants, repris dans certains tableaux en correspondance avec ses propres perceptions surnaturelles. La couleur est totalement diluée dans les jus. Les quelques éléments de décor, une bibliothèque ou une fenêtre, semblent déjà s'évanouir. Le visage n'est plus incarné que par la seule couleur de la bile cernée de vert. Un dernier sursaut semble animer le personnage, se dressant sous l'effet d'une angoisse subite, ou à l'appel de quelque voix, peut-être celle de la mort. Edvard Munch meurt à Ekeli, dans sa propriété, près d'Oslo, le 23 janvier 1944, un mois après avoir fêté ses 80 ans. Edvard Munch occupe une place particulière dans l'histoire de l'art norvégien, avec des œuvres reflétant les remous d'un esprit agité, où la nature est omniprésente, mais son œuvre ne se limite pas seulement à la représentation de ces états d'âme. Après plusieurs années de discussions avec les autorités norvégiennes, il réalise en 1916 et 1917 les immenses peintures murales qui ornent la salle de réception de Lola à l'université de Kristiania. Selon ses propres paroles, les motifs de Lola célèbrent les forces éternelles de la vie. En toile de fond, un lever de soleil sur le fjord qui exploite magistralement le potentiel symbolique de la lumière. Le motif est aussi lié au vitalisme et au naturisme, mêlant religion, science et philosophie. Les adeptes du vitalisme adoraient le soleil comme source infinie de vie.
Comme pendant, deux immenses toiles, l'alma mater et l'histoire. Dans un paysage serein et verdoyant, une mère est assise près d'une plage, un nourrisson à son sein, tandis que des enfants plus âgés s'initient à leur environnement naturel. L'histoire, assis sous un grand chêne, dans un paysage rude et ingrat, un vieil homme conte à un petit enfant la saga de l'humanité. Ces œuvres murales résument tout ce que son enfance ne lui a pas donné. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle j'ai cherché le dialogue avec les œuvres de l'artiste. Dans ces œuvres qui tracent l'histoire de sa vie tourmentée et solitaire, Munch nous raconte sa vie à cœur ouvert, sans retenue, sans concession. La majorité des tableaux que j'ai présentés sont dans les musées d'Oslo et de Bergen, en Norvège, que je vous invite à visiter.